Merci Chérif, merci beaucoup, merci à toute la rédaction pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision Futur Média en compagnie de Souleymane Niang comme tous les soirs. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Dans Soir de campagne à J-8 de l'élection, nous parlons ce soir de la transformation digitale. Quel est l'essor du numérique au Sénégal comparé aux autres pays d'Afrique? Quelle évaluation faire de la stratégie Sénégal numérique 2025? Quelles solutions pour une meilleure gouvernance d'Internet? Quel est l'apport des FAI dans la fracture numérique après près d'un an de commercialisation? Quelles sont les propositions des 5 candidats dans ce domaine locomotive de croissance? Comment se préparer au braquage numérique? Nous sommes ce soir avec Madame Ndeye Maïmouna Diop, présidente du chapitre sénégalais d'Internet Society. Bonsoir Madame. Bonsoir. Également avec nous Ismaël Camara, consultant en communication économie numérique. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Monsieur Diop. Merci de votre présence. Mais d'abord, comme tous les soirs, Souleymane, l'actualité politique. L'actualité politique qui est marquée aujourd'hui par l'installation de la commission de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur la fameuse affaire des 94 milliards de francs CFA agité par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko accuse M. Mamour Diallo, directeur des domaines, d'avoir, dans une certaine mesure, détourné, pour dire les choses simplement. Alors, ma réaction par rapport à cette... mais mon analyse par rapport à cette situation, c'est que c'est la meilleure manière d'endiguer, d'une part, en partie le phénomène, ou une tentative d'endiguement du phénomène Ousmane Sonko, oui. Et d'autre part, de réserver un enterrement de première classe à cette affaire, au moins pendant la durée qui a été donnée à la commission pour produire son rapport, c'est-à-dire 6 mois. Il reste à savoir si cette stratégie d'évitement, on peut, parce que c'est une manière aussi d'enlever une grosse épine du pied du procureur qui a été saisi directement par M. Ousmane Sonko et qui n'a pas daigné se saisir de ce dossier. Désormais, il peut dire que l'affaire est entre les mains de la commission d'enquête parlementaire et il peut dormir tranquille en attendant que l'affaire se tasse. Après, je pense qu'on vise également à ternir d'une certaine manière l'image d'Ousmane Sonko durant ces derniers jours de campagne électorale. Ça m'étonnerait quand même que les membres de la commission se prononcent au-delà d'aujourd'hui ou de demain sur cette affaire à nouveau. Je pense que c'est plutôt un enterrement de première classe. Quoi qu'il en soit, la commission est née. Ismaël Camara, est-ce qu'on peut s'interroger sur le timing? Nous sommes en pleine campagne électorale. Oui, je pense que le timing ne s'y prête pas, n'est pas adéquat. Mais bon, on est en politique, on est en campagne électorale, on est à la conquête des suffrages des Sénégalais. Je pense que peut-être c'est ça qui a poussé la majorité à l'Assemblée, qui appartient à Benno Bokk Yakaar, de mettre en place cette commission pour auditionner le candidat Sonko. Le timing ne s'y prête pas parce qu'on est à 9 jours du vote des Sénégalais pour choisir qui sera notre futur président. Et je pense que c'est vrai, quand on regarde au fond cette affaire, on peut dire que c'est Sonko qui a donné les informations comme quoi qu'il y a une affaire de 94 milliards qui est imputée au directeur des impôts et domaines. Oui. Donc, si une commission a été mise en place pour statuer sur cette affaire-là, je pense que c'est normal quelque part, même si c'est de bonne guerre également, vu le timing, il y a des choses à redire, mais c'est normal également puisque c'est un citoyen, puisque on ne peut pas déclarer des choses comme ça sans pouvoir les attester devant une commission ad hoc, comme la commission qui a été mise en place, pour éclairer la lanterne du citoyen sénégalais de façon générale. Alors, Ndeye Maïmouna Diop, je rappelle quand même que vous avez occupé le poste de directrice d'éthique pendant 8 ans. La chose politique, vous l'avez côtoyée de près. Nous sommes à 8 jours des élections. Qu'est-ce qui vous interpelle durant cette campagne électorale ? Alors, je vous remercie, Chérif. Pour la question d'actualité, je me réserve le droit de ne pas répondre parce que, comme j'ai toujours dit au ministre que j'ai eu, à
avec qui j'ai collaboré, que moi je suis une technique, je suis ingénieure de formation et que ce qui m'importe en fait c'est les technologies de l'information, c'est ma passion, c'est dans ça que je vis, je me retrouve. Donc tout ce qui est politique, à la limite, je mets ça de côté. Oui, mais vous n'avez pas un avis sur la campagne, non? Vous êtes citoyen? Alors sur la campagne, on a démarré un peu avec une atmosphère, on va dire, pas trop bon enfant, trop sérieux, etc. Avec les violences que l'on voilà, avec les violences. Beaucoup de répercussions sur les réseaux sociaux quand même, parce que il faut dire que les 5 candidats sont sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, avec le taux de pénétration qu'on a de l'Internet et l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal, on a quand même beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça peut permettre aussi de se faire une opinion, quoi qu'on dise. Rapide tour de table, Souleymane Niang, concernant les candidats. Il y en a un qui cultive un tout petit peu son côté bout en train, et ça marche en tout cas sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de lui, c'est le candidat Madické Niang. Est-ce que vous comprenez cette stratégie d'être un peu comique, j'ai envie de dire? Alors, peut-être pas comique, mais c'est un positionnement quand même différencié par rapport au ton généralement terne de cette campagne électorale, où on est plus dans les attitudes, on anticipe un peu sur la gravité de la charge présidentielle, et voilà qu'à contre-emploi, parce que on ne s'attendait pas quand même à ce que Maître Madické Niang, qui a quand même blanchi sous le harnais, il a été ministre d'État, il a eu de hautes responsabilités dans le gouvernement, il est avocat connu, reconnu pour son sérieux, pour sa maîtrise technique, qui se révèle être quand même, comme vous le dites, un bout en train, avec le sens de la formule. Et ça marche, on parle beaucoup de lui en tout cas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, des hashtags se sont créés. Il y a un fort élan de sympathie qui s'exprime sur Facebook et sur d'autres plateformes. C'est à son avantage, bien naturellement. Il reste à savoir si tout ça va se transformer en vote. Ce serait tant mieux pour lui, mais évidemment, il faut faire la part des choses. Il y a la campagne, il y a l'élection, il y a la sympathie qu'on peut avoir pour des personnages qui attirent justement cette sympathie. Il y a également la décision grave qu'on prend quand on est dans l'isoloir et qu'on doit choisir un bulletin et élire un président tout simplement. Rapidement sur ce point, Ismaël Camara, on voit qu'il engrange aujourd'hui un capital empathie, on va dire. Oui, un capital sympathie énorme sur les réseaux sociaux. C'est par rapport à ce que Souleymane a dit, son positionnement aujourd'hui, un positionnement stratégique qui n'a rien à voir avec un positionnement qui n'a rien à voir avec celui des 4 autres candidats. C'est normal. Il faut, je pense qu'on est en campagne électorale. Il faut se faire vendre, il faut se faire différencier d'avec les autres. Et c'est normal en marketing politique qu'on voit un nouveau Madické Niang qui n'a rien à voir avec le Madické qu'on connaissait, l'avocat qui est là, méticuleux, mais on sent quand même ce côté d'avocat, ce côté, en tout cas, avocat qui a l'habitude des prétoires, on le voit aujourd'hui parce qu'il harangue les foules. C'est vrai, on ne le voyait pas souvent, je veux dire, les Sénégalais lambda, un peu une mise en scène de tout ça. Ne voyaient pas cette image-là de lui, mais aujourd'hui, je pense que véritablement, ça plaît au public. Et ne serait-ce hier, c'est tellement viral, sa déclaration de Saint-Valentin. Les Sénégalais ont l'impression d'adhérer. Il suffit de regarder, de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. C'était l'image du jour hier dans le journal de la campagne de Astumben Tube. Je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur ce qui se dit ici dans Soir de campagne. On a 2 questions qui nous viennent. D'abord, Fatou Pendafal nous dit bonsoir. En quoi l'économie numérique est-elle porteuse de croissance pour les campagnes électorales et quels sont les effets des réseaux sociaux dans la campagne électorale? Ndeye Maïmouna Diop, est-ce que vous pouvez répondre à Fatou?
Intéressante question, parce que quand on regarde les élections dans les pays développés, où les réseaux sociaux jouent vraiment un rôle plus important que dans les nôtres, la dernière élection américaine, par exemple, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur qui a voté et pourquoi il a voté. Est-ce que les réseaux sociaux ont fait l'électorat ou l'inverse? Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous permettent de nous faire une opinion. Et c'est important que les différents candidats utilisent ces réseaux sociaux-là pour pouvoir donner leur point de vue, argumenter, se créer un réseau de likers, en fait, des gens qui aiment ou qui n'aiment pas leur position. Mais aussi, c'est montrer aussi le poids de l'économie numérique. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques dans le monde, on a 45% de la population mondiale qui a accès à Internet. Ça veut dire presque la moitié de la population. À un moment donné, il y a quelques années, on avait la moitié, mais c'est vrai qu'avec l'évolution de la population, ce taux diminue aujourd'hui parce que les populations pauvres croient plus vite que les populations riches. Donc, on a des taux qui baissent. Mais 45% de la population mondiale utilise Internet. Et si on regarde, c'est Facebook, malgré tout ce qu'on a dit les derniers temps, Facebook a une progression d'à peu près 10% presque tous les ans sur de nombre d'utilisateurs. Ce qui est quand même considérable. Ce qui est considérable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables. Avant, c'était la radio, les autres médias. Aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux. Donc, les campagnes se font effectivement aussi sur les réseaux sociaux, mais dans nos pays, c'est aussi dans le fin fond des pays, avec les populations. C'est vrai que, oui, allez-y, que ça se fait. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes 7 milliards de rédacteurs en chef. On a une deuxième question, celle de Hassan Sarr. Bonsoir. On a remarqué la censure d'Internet en Afrique durant le vote ou la proclamation des résultats. Est-ce que pour la sécurité ou pour la non-transparence du scrutin, Ismaël Camara, je vous laisse répondre à cette question. Oui, cette question, elle est importante dans la mesure même où ça avait suscité un débat dans l'espace public avant même les élections, un débat qui était relatif, disons, au vote du nouveau code des télécoms qui s'appelle maintenant le Code des communications électroniques, où il s'est agi d'un article qui a un tout petit peu fait susciter en tout cas polémique, qui a réveillé des ardeurs au sein des activistes, au sein des youtubeurs, au sein des utilisateurs, des citoyens de façon générale, pour dire que cet article-là, parce qu'il y a un article qui dit que en fait, l'opérateur de télécom ou le régulateur peut bloquer un citoyen qui, par exemple, sur les over the top, c'est-à-dire WhatsApp, Messenger, Viber, quelqu'un qui veut balancer une information ou bien poster une vidéo ou une photo, l'opérateur peut bloquer cette personne-là. C'est un article liberticide. S'il juge qu'il est un tout petit peu, en fait, s'il est considéré comme quelqu'un de menaçant, entre guillemets, je ne sais pas comment l'appeler, mais quelqu'un de menaçant, donc on peut bloquer. Bon, les citoyens ont dit que ce n'est pas normal en invoquant la neutralité du net, puisque avec le net, c'est la liberté d'expression. Mais je pense que également, la liberté d'expression ne doit pas inciter tout le monde à dire n'importe quoi sur un réseau social. Dans la mesure où je pense que le réseau social, on doit se comporter sur un réseau social quelconque comme on se comporte dans la vie de tous les jours, en respectant son prochain. Rapidement. Oui, je veux juste rebondir sur la question, parce que c'est vrai que certains pays africains ont effectivement coupé Internet. Le shutdown Internet, c'est une réalité. Et c'est vrai que il y a 2 jours, nous avons reçu à Internet Society Sénégal, le chapitre, le bureau, a reçu un message de quelqu'un qui a dit Internet est bloqué au Sénégal. Parce qu'il y a un scrutin. Il a fallu qu'on réponde, qu'on dise non, parce que ISOC a mis en place une cellule avec Afrinic de crise
en cas de coupure. Parce que quand on coupe Internet, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Internet, c'est un réseau de réseaux connectés. Donc quand ça coupe quelque part, ça a un impact négatif sur les autres. Et Afrinic est en train de dire aujourd'hui, je vais même prendre des mesures pour récupérer les adresses que je donne à un pays qui coupe Internet. Donc c'est une réalité en Afrique que pendant les élections, le vote ou la proclamation des résultats, ça s'est passé au Congo, ça s'est passé en Centrafrique. Il y a beaucoup de pays qui coupent l'Internet. Mais je pense qu'au Sénégal, on est à un niveau de maturité. C'est quand même impensable au Sénégal. Hein, c'est ce que je leur ai dit. Ouais. On est à un niveau de maturité. Dans la mesure même où le Sénégal a été avant-gardiste dans les différents forums de la société de l'information à Genève et à Tunis. Donc je ne pense pas que le Sénégal, qui est avant-gardiste dans ce secteur, ira jusque-là, jusqu'à couper l'Internet, parce qu'on est en période de campagne électorale. On est au pays de démocratie, je ne pense pas que le président ou les autorités iront jusque-là. Très bien, le débat est lancé tout de suite. Allons au fond. Allez, allons au fond tout de suite avec Souleymane Niang. Tous les candidats, à une exception près, mettent un accent particulier sur l'économie numérique. Quelles sont les visions et surtout les propositions concrètes? Allons de plein pied dans le débat, en commençant par Idrissa Seck. Il faut dire que pour lui, il fait un diagnostic comme d'habitude dans tous les secteurs. Et pour lui, c'est d'abord une révolution industrielle qui offre de nombreuses opportunités et il s'agit pour lui justement de matérialiser ces opportunités, de les valoriser. Pour lui, c'est un enjeu aussi économique, mais surtout un défi culturel et de souveraineté. Vous allez voir, cette analyse va structurer un peu les propositions qu'il va faire. Pour lui, en tout cas, l'objectif, c'est qu'il y ait Internet ou alors une économie numérique accessible à tous, accès de tous les Sénégalais à une structure de pointe et aux services numériques. Comment? Il commence par des propositions de réformes, des réformes structurelles, des réformes législatives et réglementaires pour se conformer aux droits communautaires de la CEDEAO, de l'UEMOA, etc. en matière d'économie numérique. Il propose également une harmonisation de la fiscalité pour prendre en charge les progrès technologiques. Il renforce la souveraineté numérique par la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement de la cybersécurité. Et une proposition ici qui va peut-être intéresser Madame Diop, la création d'un cloud public où les informations publiques seraient postées afin que tout le monde puisse y accéder. Elle l'évoquait tout à l'heure. Dans les propositions d'Idrissa Seck, il y a également la dématérialisation totale des procédures. Comme vous le savez, actuellement, il y a des procédures qui sont un peu dématérialisées, mais en l'occurrence, il veut que ce soit complètement dématérialisé et plus particulièrement la numérisation de l'état civil, les téléprocédures pour que chacun puisse accéder à un certain nombre de services. Par exemple, pour les papiers, qu'on les obtienne dans un délai maximum de 48 heures. Évidemment, utiliser également cette dématérialisation au niveau des ressources pédagogiques à l'université, dans le domaine de la justice, etc. Il y a également la baisse des coûts des appels internationaux entrants et sortants. S'y ajoute également l'abrogation des mesures que Ismaïla évoquait tout à l'heure, notamment ce fameux code des télécommunications électroniques qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Idrissa Seck promet que s'il est élu, il va revenir sur cette loi et tous les textes réglementaires qui s'en suivent. Le déploiement d'une infrastructure de qualité très haut débit sur l'ensemble du territoire national, c'est également un engagement et une proposition peut-être spécifique ici, puisque, je vous le disais, les propositions se recoupent beaucoup, mais il y a également des propositions, disons, singulières, originales pour chaque candidat. Et en l'occurrence, il propose la création de ce qu'il appelle des e-pôles territoriaux, qui sont
pour parler plus simplement des centres d'incubation au niveau local et enfin la rationalisation du spectre des fréquences, notamment les fréquences radioélectriques pour la radio, pour la télévision, etc. Il dit un mot là-dessus parce que ça lui sert de transition entre ses propositions sur l'économie numérique ou sur le numérique en général et ses propositions sur l'audiovisuel parce que c'est l'une des particularités aussi de son programme. Il y a des propositions sur l'audiovisuel, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Pour la presse, bien sûr, rapide réaction. D'abord, Daïba Bouna Diop, puis Ismaël. Alors, sur le programme du candidat Idrissa Seck, c'est vrai qu'on retrouve, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, des propositions très fortes. Notamment des choses qui sont quand même dans la stratégie qui est Sénégal SN 2025, mais qui avec des choses assez spécifiques, comme vous avez dit tout à l'heure, les pôles territoriaux, les centres d'incubation au niveau régional. Et la rationalisation du spectre de fréquences dont vous parlez et sa proposition sur l'audiovisuel, je pense que c'est une particularité, mais en même temps, ça montre une bonne connaissance du secteur de l'audiovisuel qui aujourd'hui va vers le numérique. On a la TNT, donc les fréquences de télévision analogiques vont être récupérées pour booster le secteur des TIC, pour avoir une meilleure couverture, parce que c'est des fréquences qui peuvent permettre d'avoir des technologies avec une grande couverture du territoire. Donc c'est pour ça en fait que lui, il a mis, je pense, l'audiovisuel qui est numérique dans le numérique. Donc je pense que c'est des propositions qui sont très fortes et je retiendrai la souveraineté numérique qui à mon avis est un aspect important dans nos pays en développement où on développe des choses sans pour autant tenir compte de cet aspect-là de souveraineté numérique. Je prendrai juste le cas aujourd'hui du domaine .sn, c'est le top level domaine CCTLD, donc country. Quand on parle Sénégal, c'est le Sénégal. Mais quand on regarde le .sn, aujourd'hui, on a moins de 5000 domaines actifs. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel, quel que soit le candidat qui va venir, il devra se pencher pour utiliser le .sn, renforcer la sécurité numérique, renforcer aussi cette lutte contre la cybercriminalité qui est un fléau. Comme j'ai dit, l'Internet Society travaille aujourd'hui pour un Internet sûr. Ça veut dire qu'on a beaucoup de soucis aujourd'hui sur la sécurité de l'Internet. Sur la cybercriminalité, on va en parler, mais vous avez relevé la convergence médias et télécoms. Rapide réaction, Ismaël Camara, sur ce qui vous frappe ici. Oui, c'est très important quand on regarde ces propositions, les propositions d'Idrissa Seck. Et il termine par la rationalisation du spectre des fréquences. Souleymane l'a dit, c'est une corrélation entre les contenus médias et les télécoms. Parce qu'aujourd'hui, on a l'ère de la convergence, comme Maïmouna l'a dit tantôt. Et par rapport à la TNT, j'aimerais venir sur un aspect qui me semble être important, intéressant. Le 17 juin 2015, le Sénégal a basculé au tout numérique. Au tout numérique en ce qui concerne la télévision. Absolument. Mais ce qu'on attendait, c'était un basculement définitif. Et ce basculement définitif n'est pas arrivé. Parce que c'est ça qui va permettre, par exemple, ESCAF... On va revenir là-dessus, Ismaël Camara. Le temps juste de régler votre micro. Le temps, Ismaël... Pour développer la 4G dont parlait Maïmouna. Le temps de régler votre micro, on va vous redonner la parole. On poursuit avec le candidat Ousmane Sonko. Alors Ousmane Sonko également commence par un diagnostic. Au Sénégal, on est consommateur et importateur en général de services et d'équipements numériques, d'où cette corrélation avec la question de la souveraineté numérique justement. Il pointe également l'insuffisance de ressources humaines spécialisées de haut niveau. Et il dénonce en quelque sorte la fuite des cerveaux dans ce domaine. Donc beaucoup parmi nos ingénieurs qui sont très qualifiés dans ce domaine vont vendre, disons, leurs services dans d'autres pays où leurs compétences sont mieux rémunérées. Les procédures administratives qui sont très pénibles et un accès difficile pour la majorité de la population, voilà pour le diagnostic que Ousmane Sonko fait de la situation numérique au Sénégal. Alors, ce qu'il propose, c'est un accès universel au TIC et la protection des données qui sont sanctuarisées dans la Constitution. Je pense que c'est une proposition forte et spécifique à
Ousmane Sonko, qui veut que ces droits-là soient affirmés et cristallisés dans la loi fondamentale du pays. La loi cadre pour la mutualisation des infrastructures publiques numériques, là également, c'est utiliser le levier légal, législatif, pour mieux ancrer ces droits numériques au niveau du Sénégal. Après, il y a un ensemble de réformes structurelles également, un ministère numérique, du numérique très fort, et dans un autre domaine maintenant, la création de data centers souverains pour le public et le privé. On l'avait évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les données ouvertes qui peuvent être donc centralisées à ce niveau-là. Un accent est mis sur la cybercriminalité et sur la cybersécurité, et pour ce faire, Ousmane Sonko pense que la recherche et développement est l'outil qui doit être utilisé en vue d'atteindre la souveraineté numérique. Les câbles sous-marins, je trouve que cette proposition peut être discutée. Il propose la mise en place de câbles sous-marins au nord et au sud du pays pour assurer une redondance de la connexion nationale. Les ingénieurs pourront nous dire la pertinence et la faisabilité de cette proposition, ainsi que la création de laboratoires numériques publics dans toutes les capitales régionales et départementales. Je termine par le financement avec un fonds d'amorçage des start-up et un recensement intégral et biométrique de l'ensemble des Sénégalais sans exclusive, ce qui nous renvoie à la question de l'état civil fiabilisé, complété et complètement numérisé. Ce sont les propositions de Ousmane Sonko qui, comme vous le voyez, non seulement ont beaucoup de points communs avec celle de Idrissa Seck, mais également avec la stratégie nationale numérique. 2025. Avant de donner la parole à Madame Diop, votre micro est réparé, Ismaël. Allez-y très rapidement. Les réactions sur les propositions de Ousmane Sonko. De Ousmane Sonko, je trouve que ce sont de bonnes propositions, même si, Souleymane l'a dit, la plupart des propositions se trouvent dans la stratégie Sénégal numérique 2025. On peut peut-être s'arrêter au fonds d'amorçage de start-up. Ça, c'est très important, je pense, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui créent, qui innovent, qui développent des applications, mais qui, derrière, n'ont pas le soutien de l'État comme il faut. Donc, à ce niveau-là, je pense que, je l'ai dit tantôt, il faut que, par exemple, que l'argent qu'on doit verser à ces start-up-là pour les accompagner soit même passe de 1 milliard à 10 milliards, parce qu'on a des pays comme le Rwanda qui met beaucoup de milliards pour soutenir ces start-up. C'est comme ça qu'on peut avoir des licornes. C'est comme ça que le Sénégal peut fabriquer des Facebook, des Google ou des Amazon ou Apple. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut un soutien fort pour les start-up. Et le fait de mettre au ministère du numérique fort, ça je pense qu'également c'est important. Dans la mesure où vous prenez le ministère de l'économie numérique qui a un budget moindre que le budget par exemple de l'autorité de régulation des télécoms et des postes, même si l'autorité dépend de la présidence. Ça a été une forte bataille également dans la mise en place de du dernier code des communications électroniques, parce que c'était une forte bataille. On voulait que l'autorité de régulation des télécoms et des postes soit adossée au ministère du numérique pour plus de visibilité selon plusieurs acteurs, mais finalement on n'est pas arrivé là. Aujourd'hui la RTP est autonome et je pense que c'est sous la tutelle et reste sous la tutelle de la présidence de la République, même si je pense que c'est une autorité administrative indépendante. Voilà. Avant de passer au candidat Issa Sall qui est un informaticien, peut-être que ça va vous intéresser. Madame Diop, rapidement sur les réactions. Alors, sur les propositions de Sonko. Sur les propositions du candidat Sonko, moi je retiendrai particulièrement le fait de mettre dans la Constitution cet accès universel au TIC et la protection des données personnelles. Je pense que ça, c'est un point très fort parce que sur le plan international, on se bat toujours pour que l'Internet et le droit d'accès au TIC soit un droit universel, comme les autres droits. Donc, ce soit mis à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est une proposition très forte. La deuxième chose sur laquelle
laquelle je pense que je vais m'arrêter un peu, c'est la mutualisation des infrastructures du public, qui d'ailleurs est dans la stratégie 2025. Donc ça aussi. Maintenant, la question que j'ai posée tout à l'heure sur les câbles sous-marins au nord et sud, vous savez, en informatique, la redondance est signe de sécurité. Quand vous mettez une boucle de fibres, si vous mettez une deuxième boucle, ça vous garantit la sécurité. Donc plus on a de fibres, plus on a de redondance, mieux c'est. Donc si ça permet vraiment la redondance pour la connectivité, why not? Alors le candidat informaticien maintenant. Alors, Issa Sall, comme vous le savez, part d'un certain nombre de préoccupations qui ont été collectées auprès des populations, oui. Et à partir de ces préoccupations, fait un certain nombre de propositions. Donc, quoique informaticien, vous voyez bien que les propositions dans le domaine du numérique ne sont très maigres. Pas en nombre, en tout cas en surface, plus importante que des candidats qui n'ont pas le même profil. Alors, très rapidement, il propose de mettre en place une politique ambitieuse pour intégrer les langues nationales, le numérique et l'anglais dans notre système éducatif. Disons, c'est son orientation, sa vision. Plus précisément, il veut intégrer l'apprentissage du numérique dès l'école élémentaire, faire de l'économie numérique un levier très important de la croissance. Comment, il ne le dit pas dans le document, mais comme nous le savons tous, et il l'a assez dit, évidemment, c'est une plateforme, mais les détails, il les révélerait en cas d'élection, bien naturellement. Comme vous le savez, entre les candidats, il y a des petites cachotteries. Les choses sont plus détaillées, peut-être dans son état-major, dans sa tête et dans d'autres documents, mais dans les documents qui ont été rendus publics, il s'en arrête à ces proclamations. Et je continue sur la création des technopoles regroupant des écoles, des universités, des incubateurs et des entreprises. Et enfin, le développement des incubateurs de start-up avec le concours des collectivités territoriales, des propositions qui rejoignent un tout petit peu les autres candidats qui tous évoquent la décentralisation de la politique et des politiques numériques, ainsi que l'appui sur les start-up et les incubateurs, ces deux constantes qui reviennent chez beaucoup de candidats. Alors on va avancer très rapidement, on va revenir sur les propositions de Sall. On retrouve un autre Sall, Macky, qui est candidat aussi. Très rapidement, Macky Sall a à son bilan la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique et de tout ce qui a été fait dans le cadre général du programme Sénégal émergent. Il serait long de revenir ici sur l'ensemble des réalisations, mais quelques éléments assez importants. L'aménagement numérique du territoire qui est évoqué par les autres candidats, qui, comme peut-être une nouveauté, est mise en branle. C'est en cours. Donc il peut se prévaloir justement de toute son action dans ce domaine, avec notamment la fibre optique à très haut débit. On va faire le bilan tout à l'heure. Déployée. La loi très controversée, parce que là on est dans le bilan, il y a de l'actif et du passif, mais avant d'en arriver à la loi, il évoque lui aussi l'infrastructure partagée. Les projets de centres de services partagés, c'est dans la phase 2 du PSE, le plan Sénégal émergent. Si vous voyez la liste des projets anciens, en cours donc, et nouveaux, c'est un élément très important qui émerge. Alors les espaces numériques ouverts, pour l'e-learning, la télémédecine, il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en cours, mais ce qui est annoncé, c'est surtout le projet de centre de services partagés. Et je termine sur cette loi très controversée sur les communications électroniques qu'on a évoquée tout à l'heure. Puisqu'il s'agit d'un bilan, il faut bien aussi parler de ce qui n'est pas très accepté par les acteurs. Et cette loi fait partie de ce passif-là du bilan du PSE et du président Macky Sall, parce que c'est pour lui seulement qu'on peut parler d'éléments, disons, de passifs, puisque c'est lui qui est aux affaires. Les autres candidats cherchent à prendre sa place et non pas de passifs, sinon simplement à l'analyse de leurs propositions, de voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est réaliste, ce qui ne l'est pas, ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que je propose de faire dans le débat qui va suivre tout de suite. Et le dernier candidat, Madi Kenya? Alors, je suis désolé de le dire, Madi Kenya n'a
pas de proposition particulière sur la question de l'économie numérique dans le projet de société qui nous est parvenu, qui est un projet quand même substantiel, parce que c'est un projet de 45 pages. Il y a beaucoup de propositions, malheureusement pas beaucoup sur cette question de l'économie numérique. C'est-à-dire rien du tout, clairement. Voilà, merci beaucoup Souleymane. Rapidement, vos réactions. Au vu des programmes, est-ce que vous pensez qu'on aura un président connecté des Maïmouna Diop? Forcément. Ils n'ont pas le choix. Je pense que quel que soit le candidat qui va arriver pour cette 5e République, ce sera un candidat connecté. Oui. Parce qu'il a... Forcément ou il a intérêt? Forcément. C'est forcé qu'ils soient connectés. Déjà, ils sont presque tous jeunes. Donc, ils sont nés avec. Et c'est la génération Y, hein, je pense. Hein? Tous, non? Non, pas vraiment. Alors là, pas du tout. Hein. C'est pour ça qu'ils mais bon, ils sont obligés de se mettre à ça. Ils sont obligés d'être connectés. Ils sont obligés d'être connectés parce que c'est important. Aujourd'hui, l'économie numérique porte l'économie mondiale. Même au niveau de l'OMC, il y a des statistiques qui montrent que la progression, la forte progression du commerce électronique, c'est ça qui tire l'économie mondiale. On peut aller sur les sites de l'OCDE, etc., mais on sort du contexte du Sénégal. Au Sénégal, aujourd'hui, on a un taux de couverture de la population qui est assez important. On a la technologie de la 4G, donc on est en train de rentrer dans le haut débit. On commence à avoir la fibre à la maison, fiber to home, ou au bureau. Donc, on est dans les technologies à plein pied. Oui. Donc, on ne peut pas avoir un président qui va à reculons. Mais si on parle de la politique numérique, aujourd'hui, Souleymane le disait, à propos du président Macky Sall, selon vous, son bilan numérique est-il positif ou négatif? Alors, j'aime pas les positifs ou négatifs. Il y a du positif, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup avancé, parce que ce qu'il faut remarquer, la première, c'est dans la mise en œuvre. Ça prend beaucoup de temps. On a adopté la stratégie en 2016. Là, on est en 2019. Donc, sur les 3 prérequis, je relis, hein, le cadre juridique et institutionnel, on peut dire qu'on a à peu près fait la mise à jour. Même si le code est contesté, il a l'avantage d'être là. Il y a peut-être une partie, un paragraphe qui ne fait pas l'unanimité, mais 24 ou 25. Voilà, mais globalement, ça s'est fait dans un cadre consensuel avec une grande concertation de l'ensemble des acteurs. Donc, prérequis numéro 1, on peut dire qu'on est presque arrivé au bout parce qu'il y a encore un certain nombre de textes à harmoniser. Mais quand on regarde, par exemple, on a une stratégie sur la cybersécurité, cybercriminalité dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est importante parce que derrière cette stratégie, il y a un plan d'action pour sécuriser l'Internet dans nos pays. Deuxième prérequis, c'est le capital humain. Tout le monde sait que ça prend du temps. On ne peut pas former des ingénieurs en 1 an, c'est pas possible. On ne peut pas former des ingénieurs en 6 mois, c'est pas possible. Surtout que dans la formation, la technologie avance plus vite. Aujourd'hui, vous formez des ingénieurs qui travaillent sur des langages qui demain n'existeront pas. Donc, quand l'entreprise les prendra, elle sera obligée de les reformer. Vous prenez des ingénieurs, vous les formez dans les technologies 2G, 3G. Demain, on va à la 5G. Donc, on sera obligé de les réformer. Donc, le capital humain, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que je suis contente de voir que les 3 programmes qui sont présentés ici attaquent le problème dès le bas âge. Il faut qu'on amène l'Internet à la maternelle. Que ces enfants-là aient les outils en main et qu'on les forme dans des environnements ouverts. Que la boîte de Pandore ne soit plus une boîte de Pandore. Qu'ils aient accès à la connaissance. J'aime beaucoup le terme qu'on utilisait avant, c'était la société de l'information et du savoir. Parce que c'est ça qui va nous importer. Le savoir que nous allons apprendre, mais aussi le savoir que nous allons mettre. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là à prendre seulement ce qu'on nous donne, mais aussi à donner du contenu. On a énormément de choses à donner dans le monde du numérique. Ismaël Camara, la même question au vu des programmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous interpelle et quel bilan faites-vous également du régime sortant sur le plan numérique? Je vais essayer de revenir sur certaines propositions qui ont été faites par les candidats qu'on n'a pas pu citer commenter, ou bien qu'on n'a pas pu commenter. D'abord, sur la proposition de
Issa Sall, Elhadji Issa Sall, sur l'éducation au numérique dès le primaire. Je pense que ça, c'est une mesure forte. Aujourd'hui, dans les pays développés, en Scandinavie, c'est ce que font les gouvernements dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement accompagner l'enfant dès le bas âge jusqu'à la terminale. Au moins, cet enfant-là saura comment se comporter sur la toile. Parce qu'on voit que, si on voit les dérives au quotidien, c'est dû à ça. C'est parce que nos citoyens, la plupart, ne sont pas éduqués dans le domaine du numérique, ne comprennent pas le numérique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important et ça peut susciter dès le bas âge une vocation chez l'enfant par rapport aux métiers du numérique qui se multiplient et qui font disparaître d'autres métiers. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que c'est très bien de mettre l'accent sur ça. Et également, j'ai vu mutualisation des infrastructures. Et on sait que en 2016, il y avait 2 décrets sur l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures et sur le partage des infrastructures que le président Macky Sall avait voté. C'était attendu par les acteurs, ça a été fait. Maintenant, est-ce que dans la réalité, cela est appliqué? Est-ce qu'on voit qu'il y a un partage d'infrastructures entre les différents telcos qui sont là? Je ne le pense pas. Donc c'est sur le plan, même si ça se fait de façon minime en fait. Tous les acteurs ne jouent pas le jeu, alors qu'ils doivent jouer le jeu parce que ça doit permettre aux populations d'avoir une connectivité, d'avoir une bonne connectivité et pour pouvoir prétendre à la 4G ou au débit, de façon générale, disons au débit. Oui. À ce niveau-là, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et l'autorisation d'un opérateur d'infrastructure, je pense que l'autorité est revenue en arrière parce qu'il y avait une loi qui avait été votée au même moment pour permettre aux FAI de pouvoir commercialiser leurs services. Ça n'a pas été fait. Moi, je pense que ce sont les gouvernants qui doivent prendre leur courage en 2 mains pour que véritablement tout ce qui a été, soit si ce sont des décrets ou des lois qui ont été votées, qu'on puisse les appliquer sur le terrain. Justement. Parce que ça va de l'intérêt des entreprises, mais également de l'intérêt des consommateurs que nous sommes. Oui, justement, les FAI, on en parle, ça fait près d'1 an maintenant qu'ils ont commencé à commercialiser. En quoi cela participe à la lutte contre la fracture numérique selon vous? Alors, la diversification de l'offre, tout le monde sait que quand on fait de l'économie un minimum, on sait qu'en diversifiant l'offre, on donne aux populations, aux usagers la possibilité d'avoir un prix qui baisse. Et c'est vrai que les prix baissent, même si ce n'est pas encore au niveau d'attente des populations, les prix d'accès à Internet ont baissé. Et je pense que cette diversification de l'offre va permettre de baisser davantage les coûts. Et je vais continuer par contre sur le dernier prérequis, parce qu'il y avait 3 prérequis, c'était la confiance numérique. Sur la confiance numérique... Bon, après, ce n'est pas une émission sur la stratégie. Non, mais c'est des prérequis. C'est important, on parle du secteur dans globalité. Quand on donne une stratégie, si les prérequis ne sont pas là, on a du mal à mettre le point. Oui, mais on a compris. Mais donc on peut quand même avancer et parler un tout petit peu du bilan. Vous avez refusé, par exemple, de faire le bilan du président Macky Sall dans le domaine numérique. Il n'y a pas que la stratégie numérique 2025. Par exemple, allez, je vais vous citer par exemple que le régime sortant avait comme priorité le parc technologique numérique de Diamniadio et les cybercases communautaires. Mais là également, en termes de réalisation, on peut relativiser tout cela, n'est-ce pas? Non, le Diamniadio, il y a un projet qui est en cours avec un financement qui est là. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est dans la mise en œuvre, elle est lente. Pour avoir été directrice d'éthique pendant 8 ans, je pense que je peux parler de ça de manière très à l'aise. Parce que définir une politique, ce n'est pas la chose la plus compliquée. C'est mettre en œuvre cette politique avec l'ensemble des acteurs. Je pense que sur le parc numérique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un projet, il y a un financement. Donc je pense que les briques vont se poser. Quand, je ne saurais le dire.
Mais il y a un financement. Parce qu'avoir un plan d'action, c'est aussi avoir le financement de ce plan d'action-là. Dès que le financement est élevé, je pense que l'équipe est en place, ils doivent pouvoir faire le travail. Maintenant, après, la réalisation à la fin, comme je dis, ça évolue très vite, très très vite. Les technologies évoluent très très vite, beaucoup plus vite que les politiques. Donc, on doit se mettre à jour tout le temps. Et c'est pour ça que je dis, c'est dans la mise en œuvre de la stratégie SN 2025 qu'il y a besoin de booster, d'accélérer, comme disait Mimi. C'est d'autant plus lent que... comme disait Mimi. Non, mais les citoyens ne bénéficient pas, ne ressentent pas, ne vivent pas cette nouvelle économie numérique qui doit leur bénéficier in fine. C'est-à-dire, aujourd'hui, en termes de procédures administratives, dit gouvernement, comment accéder au papier à travers les canaux numériques, comment accéder à l'information économique, les agritech, comment l'agriculteur peut accéder à l'information, comment il peut améliorer ses process sur le terrain, dans son domaine, comment il peut accéder au marché, l'e-commerce. Voilà ce qu'on attend de cette économie numérique, qu'elle soit vécue par les populations in fine, l'e-santé. Comment on peut accéder à l'information, comment on peut accéder aux services. Bien naturellement, en fin de compte, on doit rencontrer un médecin. Mais comment l'espace numérique peut nous aider déjà à accéder à la bonne information? Où se trouvent les médecins? Comment on peut déjà avoir une idée un peu plus claire des affections qui nous touchent, etc. etc. L'e-learning, je pense que c'est le domaine dans lequel on est un peu plus avancé parce qu'on accède maintenant à la connaissance, au savoir à travers l'espace numérique. Mais les autres applications sont encore marginales. Il y a bien évidemment des histoires un peu de succès, des agritech, des gens qui lancent des produits qui vendent bien à travers les canaux de e-commerce, mais la population en général, la grande masse, n'a pas encore bénéficier de cette économie. Bien naturellement, il y a ces prérequis qu'il faut mettre d'abord en place, mais il faut que ça se fasse plus vite pour que tout le monde puisse vraiment capturer le dividende numérique au sens économique du terme. Sinon, évidemment, ça va rester un débat d'élite, un débat d'ingénieurs, d'intellectuels qui va larguer complètement, alors que le potentiel, il est là, les opportunités... Et d'autant plus qu'il y a des gens qui attendent l'emploi. 35 000 emplois annoncés à l'horizon 2025. Sommes-nous dans une bonne dynamique? Je pense... je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à ça. Parce que déjà, le financement de la stratégie Sénégal numérique 2025 s'élève à plus de 1360 milliards, je pense, et poussière, dont 73% devraient être financés par le secteur privé, 17% par le secteur public et 10% par un partenariat public-privé. Maïmouna l'a dit tantôt, la stratégie a été actée par l'ensemble des acteurs en 2016. Nous sommes aujourd'hui en début 2019, donc la stratégie entre dans sa troisième phase. Mais jusqu'à présent, il faut dire que... Troisième année plutôt, mais jusqu'à présent, il faut dire que le financement tarde à venir parce que le financement, en fait, les États, nos États, le gouvernement, l'attend des opérateurs de téléphonie. Donc, et quand on regarde à ce niveau-là également, les taxes qui sont... très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Mises en place pour que ces telcos-là puissent se développer. Je pense que c'est souvent difficile aussi. Je pense qu'il faudra y aller avec tact pour voir comment on peut bien financer cette stratégie pour atteindre les 10% à l'horizon 2025. Alors, très rapidement, Madame Daye Maïmouna Diop, en novembre dernier, vous aviez tiré la sonnette d'alarme à propos du vide juridique concernant l'Internet des objets connectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus très rapidement? En réalité, sur l'Internet des objets, comme l'intelligence artificielle, et c'est heureux que
la plupart des candidats en parlent, c'est vers ça qu'on va aujourd'hui dans l'Internet. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit autour de la stratégie sera obsolète dans 5 ans. Il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut aller vite, comme disait Souleymane. Il faut aller très vite dans la mise en œuvre. Or, nos pays n'ont pas les moyens d'aller vite parce qu'on met en place des programmes et après on se demande comment on va financer. Donc c'est juste ça. Maintenant, pour l'Internet des objets, l'idée c'était d'utiliser au fait l'écosystème de l'Internet et de définir des politiques qui permettent de sécuriser. Parce qu'il a dit tout à l'heure, dans tous les domaines où on applique les technologies, l'agriculture, la santé, etc., aujourd'hui, c'est l'Internet des objets et l'IA qui le fait. Google a développé, par exemple, une intelligence artificielle qui détecte mieux le cancer du sein en métastase qu'un médecin, n'importe quel médecin. Donc c'est vers ça qu'on va. Et pour que ça marche, il faut que chaque acteur de l'écosystème joue son rôle. Ce n'est pas le rôle de l'État de venir financer le secteur privé. Ce n'est pas le rôle du secteur privé de venir financer ce que fait l'État. On voit actuellement à l'écran l'image qui revient sur la gouvernance d'Internet. Donc les différents acteurs, et chaque acteur a son rôle à jouer. Donc là, on a un écosystème qui est fait par l'Internet Society, où on montre quel est le rôle, par exemple, du gouvernement dans l'éducation, la préparation de la population. Le secteur privé doit gérer tout ce qui est infrastructure pour que ce soit sécurisé. On a parlé du cloud tout à l'heure. Pourquoi le cloud est intéressant? Parce que si chacun doit déployer son infrastructure, vous vous rendez compte, je vous ai parlé de redondance, ce que ça va coûter. Or, dans ce que tu vas déployer, tu vas utiliser peut-être 1%, maxi 10%. Donc, le fait de mettre le cloud, ça permet d'avoir accès à quelque chose, une infrastructure qui est sécurisée, qui est fiable à moindre coût. Merci beaucoup. Dernière rubrique, très rapidement, Ismaël. Je pense qu'également, pour booster le secteur, il faut une création, il faut qu'il y ait tout le cadre nécessaire pour la création de croissance. Parce que c'est ça qui va permettre aussi d'employer des personnes, de pouvoir tirer du dividende numérique. Je pense qu'également, il faut des mesures fortes. Par exemple, céder 51% de la commande publique au secteur privé national de l'économie numérique, parce que c'est une forte demande. En Mauritanie, qui est un pays limitrophe, c'est ce qu'on fait en Tunisie. Il y a des mesures C'est très intéressant. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on aille vers ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière rubrique, si j'étais président.